Cette nouvelle causerie du jour de l'Ascension 2014 sera dans la continuation, dans la continuité de mes dernières causeries concernant le rapport entre langage et divination. Je voudrais préciser en préalable, en prélude, qu'être historien de l'astrologie, ça veut dire plusieurs choses. On peut étudier l'astrologie à une certaine époque, dans une certaine culture, comme j'ai fait pour le judaïsme. On peut étudier l'astrologie au XVIe siècle, à l'époque de Nostradamus, on peut étudier l'astrologie au XVIIe siècle, à l'époque de Morane Villefranche, on peut étudier l'astrologie au XIXe, au XXe siècle. On peut étudier l'astrologie de l'époque de Ptolémée. Mais en fin de compte, et c'est vrai aussi pour les langues, mais en fin de compte, les vrais enjeux sont beaucoup plus en amont. Si l'histoire de l'astrologie doit contribuer à faire avancer la recherche astrologique au sens fondamental du terme, c'est en avançant beaucoup plus dans le passé. Et en avançant beaucoup plus dans le passé, on est obligé de changer totalement de méthodologie. On ne dispose pas, bien évidemment, des documents d'origine. C'est un peu comme le problème de la conception et de la naissance. On préfère souvent travailler sur la naissance parce qu'on connaît le moment de la naissance et on connaît beaucoup moins le moment de la conception et de l'origine des choses. Et pourtant, l'astrologie ne pourra véritablement avancer que si on parvient à aller en amont. D'ailleurs, ça ne veut pas dire pour autant que par les travaux de Michel Vauquelin, s'ils sont valables, ce qui à mon avis est probable jusqu'à un certain point, nous renvoie à une astrologie extrêmement ancienne, beaucoup plus ancienne que celle qui nous est parvenue. Donc on a bien la preuve qu'il y a un décalage entre les textes qui nous sont parvenus et l'astrologie d'origine. Parce que cette astrologie d'origine, c'est comme celle-là dont nous dépendons. C'est ça le paradoxe. Nous sommes marqués, si tant est que nous soyons marqués par l'astrologie, c'est l'astrologie initiale qui nous a marqués. Et l'astrologie actuelle, elle n'existe que dans les milieux astrologiques. Et ça, c'est tout à fait marginal. Alors que l'astrologie fondamentale, l'astrologie ancienne, mais la plus ancienne, elle concerne une valeur universelle. Elle concerne l'ADN de l'humanité, en tout cas. En tout cas, elle concerne un état d'évolution infiniment plus ancien. Et là, il y a très peu de spécialistes dans le domaine de la préhistoire de l'astrologie, de l'archéologie de l'astrologie, et je pense que je suis un de ces spécialistes, un pionnier dans ce domaine. Et là, donc, je voudrais que nous réfléchissions ensemble, si on peut dire, sur le thème natal au regard d'une théorie linguistique que j'ai déjà développée. Mais ça vaut aussi, quelque part, pour toute la démarche de la divination. En fin de compte, on pourrait définir ça par la question des mots clés. Parce qu'en définitive, le conseil en astrologie, en divination, c'est une affaire de mots. Quand je dis de mots, d'ailleurs pas forcément de phrases, mais il y a des mots qui sont porteurs et qui sont significatifs. On pourrait dire que l'astrologie, la divination devrait parler en langage télégraphique, en tout cas oraculaire. Et c'est en ce sens-là d'ailleurs que la poésie nostradamique a une dimension oraculaire, parce que finalement, elle désarticule la phrase en prose, qui est l'origine des quatrains que je vous ai montré, et elle arrive à faire émerger des mots qui sont bon classés, qui riment, enfin bon, qui ne font pas forcément sens, mais qui sont des mots qu'on peut isoler et qu'on peut relier entre eux, comme on pourra d'ailleurs. Alors, je sais que le thème astral est un phénomène qui m'intéresse, mais la grande question du thème astral, c'est quel est son mode d'emploi. Alors, la question des modes d'emploi est une question extrêmement intéressante. Parce qu'on peut avoir un objet, oui, l'objet est là, en effet, il est là, on ne peut pas contester que cet objet existe.
énormément d'objets qui sont utilisés totalement à côté de ce pourquoi ils étaient faits. On peut prendre un cas, bon, par exemple, la mosquée de Cordoue, il y a où Sainte-Sophie, enfin, il peut y avoir des églises qui sont reconverties en mosquées ou des mosquées qui sont converties en églises. Pour prendre un exemple, il y a des conversions qui peuvent se produire, des ajustements qui peuvent se produire et qui vont modifier sensiblement la vocation originelle de l'objet. Mais en même temps, cet objet, il garde quelque part une structure qui nous raconte un peu son histoire et son origine. Et je crois par exemple que l'objet que constitue le thème astral est actuellement totalement mal entendu, mal compris. Et que les astrologues utilisent cet objet de façon aberrante. Et il y a aussi des raisons pour lesquelles cet objet n'est plus compris, n'est plus utilisé comme il le devrait. Ça aussi, tu vas nous intéresser. Je crois qu'une idée fondamentale concernant les planètes, et ce qu'ont bien compris d'ailleurs les hindous, mais aussi les classifications par exemple, en planètes fortunées et infortunées, planète fortunée qui serait Vénus et Jupiter et infortunée qui serait Mars et Saturne. En réalité, par-delà la question de fortuné ou pas fortuné, il y a une question de classement. La question de fortune infortunée qui est très relative. Je veux dire par là que, à un moment donné, moi j'aime bien, vous savez que je préfère employer le mot énergie que planète, pour différentes raisons. Parce que les énergies ne sont pas forcément, renvoient pas forcément à des planètes. Alors, il y a des dieux, et les planètes ne sont qu'une manifestation particulière, une incarnation particulière du concept de l'énergie, et dont l'astrologie d'ailleurs souvent s'émancipe. Quand on parle des planètes dans les signes, on parle des énergies dans les signes, on parle des domiciles et des situations. Dans la théorie des dasas hindous, ils ont dit qu'il y a tel dasa qui est marqué par telle planète. En fin de compte, c'est une énergie, parce que la planète, elle n'est pas là. On dit que pendant 10 ans ou 7 ans, il y aura telle planète qui va dominer telle période, ça n'a rien à voir avec la planète. Donc on est bien là dans une ambiguïté, d'où le mot énergie qui me paraît préférable. Donc, à un moment donné, comme je l'ai dit dans une précédente causerie, il y a une cyclicité. On est dans un certain moment, dans un certain temps. Et la question de savoir quels sont les mots, MOTS, qui correspondent à ce temps, à cette période, à cette phase. Par conséquent, en telle période, telles énergies sont appropriées, sont dominantes, et à telle période, telles autres énergies vont l'être. Donc l'idée d'utiliser toutes les énergies en même temps, à un même moment, est absurde. Donc il y a deux conditions à respecter. D'une part, un classement des énergies, ne pas mettre ensemble des énergies qui ne sont pas faites pour être ensemble, mais qui sont faites pour alterner. Et deuxième condition, qui elle est sous-jacente, qui elle est problématique, particulièrement problématique, c'est-à-dire quelle est la cyclicité qui va sous-tendre tout cela. Ça renvoie d'ailleurs aussi au problème du langage. Et là, il y a une espèce de point aveugle, parce que visiblement, on connaît les énergies, éventuellement on sait les classer, mais on ne sait pas quelles sont les énergies qui correspondent à tel moment. Puisque, quelque part, même quand on fait un thème horaire, même quand on dit les transits, et autre chose encore, on étudie la globalité du ciel. Or, la
globalité du ciel, elle va englober, justement, toutes les énergies. Ça ne sert à rien. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelles sont les énergies qui correspondent à ce moment. Si je prends toutes les énergies, je n'ai pas d'information pertinente. Et c'est là que les astrologues, c'est là que le bas blesse les astrologues, c'est que, au lieu de nous dire quelles sont les énergies qui sont en action, ils vont combiner toutes les énergies qui sont disponibles au regard du ciel. Hein, astronomiquement, les planètes sont toutes là. Donc si elles sont toutes là, pourquoi ne pas toutes les prendre? C'est un raisonnement d'astronome. Mais astrologiquement, il n'en est pas ainsi. Astrologiquement, seules les planètes correspondant à la phase du cycle sont à considérer. On me répondrait, mais quel cycle? Quel cycle? On en revient toujours là. Parce que si au niveau des cycles aussi il y a une confusion, si toutes les planètes sont en cyclicité, on n'est pas plus avancé pour autant. Donc il y a du bruit, il y a du parasite, on n'y comprend rien. Tout est là, tout parle en même temps, c'est la cacophonie, c'est l'anarchie. Donc vous savez que moi-même, j'ai élaboré une théorie de l'astrocyclone qui tourne autour du seul et unique cycle de Saturne, en rapport, cycle qui est découpé par les conjonctions avec les 4 étoiles fixes royales qui sont à peu près réparties également dans les 4 directions de l'espace, à savoir Aldébaran, Régulus, Antares et Fomalhaut. Donc, et évidemment, chacune de ces phases de 7 ans est également divisée en 2 temps. Et justement, c'est là toute la question, ces 2 temps. Comment j'appelle le temps vénusien et le temps martien, ou le temps martien terminien, pour l'instant on n'en est pas c'est quoi. Eh bien, le temps vénusien va déterminer des mots-clés, des énergies particulières. Et le temps martien va déterminer d'autres énergies et d'autres mots. Et c'est là que l'astrocyclone apparaît comme une clé perdue de l'astrologie. Dans les autres domaines divinatoires, on fait également un tirage. Le mot tirage veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'on va extraire d'un ensemble quelques éléments. Ça veut bien dire que tous les éléments ne sont pas appropriés à ce moment-là, et c'est là que l'astrologie, quelque part, est dans l'errance, est dans l'erreur, car elle ne procède pas à un tirage. Elle procède certes à un tirage du fait qu'à un moment donné, on fait un sondage, et on regarde où sont les planètes, et elles sont là dans un signe et pas dans un autre. Mais en même temps, on ne fait pas de tirage, parce qu'on considère toutes les planètes. On dirait, bon, on pourrait se contenter, regardez les signes zodiacaux qui sont marqués à ce moment-là. Ce ne serait pas une mauvaise idée, du point de vue d'une divination à laquelle je ne souscris pas réellement, parce qu'elle fait appel à des problématiques parapsychologiques un peu compliquées, qui m'intéressent d'ailleurs par ailleurs, mais bon, c'est pas le problème. Donc, moi je conseillerais, tout simplement, en astrologie horaire, je conseillerais de regarder quels sont les éléments, pourquoi pas, les 4 éléments, lesquels sont plus représentés, quels sont les signes qui sont représentés, parce qu'on sait parfois, donc après tous les signes ne sont pas représentés, et ce sont ces signes-là qui vont nous donner le climat de ce moment-là, et non pas les planètes. Voilà, donc il devient ridicule de coordonner les planètes entre elles, parce qu'elles sont toutes là. Tous les signes ne sont pas là. Donc, il vaut mieux coordonner ce qui est tiré, ce qui est sélectionné, et non pas tout ce qui est là, parce que voilà. Donc il vaut mieux se polariser à ce moment-là sur les maisons qui sont touchées, les signes qui sont touchés, et les planètes ne sont que des marqueurs qui ne font que pointer quelles sont les maisons qui sont touchées, quels sont les signes qui sont touchés, mais elles ne doivent pas être considérées en tant qu'indicateurs elles-mêmes de signification. Elles indiquent des significations, mais elles ne sont pas porteuses de signification. Les significations sont reportées par les signes et par les maisons. Et quant aux aspects, alors il vaudrait mieux les oublier complètement, puisque les aspects, c'est justement
c'est vraiment la pire des choses, l'aspect au niveau de la divination. Au niveau de la divination ponctuelle. Les aspects sont là pour étudier une cyclicité. Justement, les aspects sont là pour étudier le cycle de Saturne et voir comment il se développe, à quel moment il se rapproche de la conjonction, il s'en éloigne. Donc les aspects, c'est uniquement une notion qui devrait être réservée pour la cyclologie fondamentale. Autrement, on a des mots qui sortent, et ces mots nous parlent de ce qui se passe en ce moment. Et éventuellement, comme de toute façon ces signes sont eux-mêmes en rapport avec des énergies, par le système des demi-signes d'orientation, on peut aussi jouer sur les planètes qui sont désignées par les signes qui sont eux-mêmes désignés par les planètes. Donc effectivement, il y a une espèce de va-et-vient qui est assez amusant et qui d'ailleurs est pratiqué en vérité, sans qu'on en soit conscient. Sans qu'on en soit conscient, c'est qu'effectivement la planète désigne un signe et le signe désigne une planète, qui n'est pas la planète qui désigne le signe. Par exemple, si j'ai Saturne, prenons un autre cas, si j'ai Jupiter en Scorpion, eh bien le Scorpion renvoie à Pluton ou à Mars. C'est comme ça que ça devrait se passer. Donc ce que je suis en train d'expliquer, c'est comment un historien peut redessiner véritablement le mode d'emploi d'origine d'un système. Et je crois que ça va être extrêmement précis. Donc on peut éventuellement, à partir de ce que je viens de dire, déterminer une nouvelle façon de pratiquer l'astrologie. Et de l'aligner d'une certaine manière sur d'autres pratiques qui sont évidemment assez simples, comme le tirage du tarot, le tirage du Yiki, le tirage de géomancie. Le mot de l'astrologie, alors c'est peut-être un paradoxe, mais l'astrologie, à ce niveau-là, aurait tout intérêt à se rapprocher des pratiques divinatoires de tirage, ce qu'elle finit par ne plus faire, et en refusant le tirage, elle se condamne à une certaine confusion et à un message qui, pour le moins, n'est pas clair. Mais finalement, elle a ses excuses parce que, de toute façon, à l'arrière-plan, il y a une crise de la prévision, une crise de la cyclicité, qui aboutit dans la plupart des réunions auxquelles j'assiste et que je filme parfois, à une espèce. On fait l'impasse sur la prévision. On fait l'impasse sur la prévision, on étudie le thème dans sa globalité, on étudie la vie de la personne dans sa globalité. Voilà. Le temps est complètement télescopé, complètement écrasé. Voilà. Il a fait ceci, cela. Ok. Biographie. Son thème dit ceci, cela. Ok, très bien. Donc on compare le global du thème au global de la vie de la personne. Et on n'est plus capable, on n'a plus envie de relier une période donnée de la vie de la personne avec un certain nombre de configurations correspondant à cette période de vie. À mon avis, là, on est en pleine décadence.